Non. Bah, écoutez, bonsoir à toutes et à tous, hein. Merci d'être là aussi nombreux. C'est un sujet qui apparemment attire du monde. Voilà, c'est la nouvelle rencontre organisée par Adaptation Radicale francophone. Donc voilà, je vois que tous les micros sont éteints, les caméras aussi. L'idée, c'est de dégager de la bande passante pour que le son soit bien pour tout le monde. Voilà. Donc, je vais prendre un premier temps pour rappeler ce que c'est le mouvement Adaptation Radicale pour ceux qui ne connaissent pas avant de présenter le sujet. Donc, Adaptation Radicale, c'est un programme, un cadre et une communauté pour les personnes qui anticipent un effondrement de la société, notamment en lien avec le changement climatique. C'est un mouvement laïque, sans affiliation politique ou religieuse, et il est composé de personnes qui veulent s'engager et être utiles plutôt que de rester dans les dénis ou l'évitement par rapport à ce qui se passe actuellement. À l'origine, c'est un mouvement anglophone, Deep Adaptation, je prononce très mal en anglais, qui est né à la suite d'un article de James Bendel qu'il a publié en juillet 2018. C'est un article qui a été téléchargé plus d'1 million de fois. D'ailleurs, je vais vous le mettre en lien si vous ne l'avez pas lu. Voilà. Je ne sais pas si c'est passé. Oui, voilà. L'adaptation radicale francophone elle naît en mars 2020 et elle s'appuie sur les valeurs et les pistes de réflexion des 4 frères proposées par James Bendel. Alors, les valeurs phares sont celles d'œuvrer avec curiosité, compassion et respect face à ce qui se passe actuellement. Et les 4 R sont la résilience, la restauration, le renoncement et la réconciliation. J'y reviendrai tout à l'heure en donnant un peu plus d'éléments là-dessus. Voilà, pour information, on organise chaque dernier mercredi du mois une rencontre qui permet d'aborder les 4 R à partir d'un angle spécifique. Donc, cette fois-ci, c'est les écolieux. Et les fois d'avant, il y a déjà eu plusieurs thèmes qui ont été abordés. Anticiper les risques en mangeant local, la redirection écologique, un cadre d'action pour des réalisations concrètes. Il y a eu aussi agir collectivement avec les communs, que faire de nos émotions, parler d'effondrement à nos enfants. Et vous pouvez retrouver les vidéos sur la page vidéo du site d'adaptation radicale. Donc, je vais vous mettre le lien là aussi. Je fais des petites manœuvres en même temps. Copier, coller. Voilà. Voilà, si ça intéresse. Voilà, donc aujourd'hui, on va aborder le thème des écolieux en lien avec la notion d'adaptation radicale. Donc, on a bien conscience que la question des écolieux est un sujet très vaste et largement traité par ailleurs. Il y a d'ailleurs tout un panel de ressources que vous pouvez trouver aussi sur la page principale du Yes Wiki. Donc, je vais aussi vous le mettre en lien. Ça va faire pas mal de ressources. Donc là sur cette page, vous pouvez trouver des ressources et des supports qui sont sur le sujet de l'adaptation radicale. Voilà. Alors, pour cette rencontre, il s'agit évidemment, il ne s'agit pas dans cette rencontre que nous organisons sur les écolieux de seulement refaire ce qui a été dit ou de redire ce qui a été fait. Nous cherchons plutôt à considérer en fait le terme d'écolieux ou les formes de vie collective pour les mettre en adéquation avec les impératifs écologiques à travers le filtre de l'adaptation radicale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? La première question qui s'est imposée à nous avec notre filtre, c'est les écolieux peuvent-ils être des lieux d'une forme de société qui permet l'adaptation au changement climatique? Et alors, à quelles conditions? Vaste question. Autrement dit, quelle réflexion devons-nous avoir pour que cela puisse être le cas? Et à partir de là, pouvons-nous identifier des catégories, des modèles, des formes d'écolieux permettant ou favorisant cette adaptation radicale? Alors ensuite, pourquoi on s'est intéressé aux écolieux? Pas simplement parce qu'on en parle beaucoup et de plus en plus, mais parce que face à l'effondrement ou à sa perspective telle que nous l'envisageons, ils apparaissent souvent comme une réponse envisagée pour organiser la résilience et l'autonomie. Alors ça nous a amené à une autre interrogation susceptible de questionner cette multiplication des écolieux. Est-ce que cet engouement n'est pas le symptôme d'une fuite ou la recherche d'un refuge? Fuite par rapport au modèle de la société actuelle, posé comme responsable de la crise écologique. L'écolieu serait alors un contre-modèle idéal d'une vie plus en harmonie avec la nature.
On se pose la question, nous, si ce n'est pas une utopie, une sorte d'idéalisation qui résiste mal dans les faits à l'épreuve de la réalité, puisque apparemment les chiffres qui sont avancés estiment que 80% des projets d'écolieux seraient en échec ou ne seraient pas viables ou durables. L'écolieu, ça peut aussi apparaître comme un refuge par rapport à la peur de l'effondrement. Alors dans ce cas-là, il serait une forme collective d'orientation survivaliste qui permettrait d'organiser ou d'assurer l'autonomie survie. Là, on se pose aussi la question, est-ce que ce n'est pas une autre utopie, celle de la possibilité en fait d'une autonomie quasi individuelle à l'échelle d'une petite tribu. Et de fil en aiguille, ça nous amène une autre question, du coup, celle du niveau de l'autonomie visée, c'est-à-dire le niveau de vie, la taille, la structuration d'une population qui permettrait ce niveau d'autonomie. Alors, avec ces premières questions, ça nous conduit à cibler le sujet des écolieux en rapport avec notre raison d'être. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la rappeler. La raison d'être d'adaptation radicale, c'est reconnaître et accueillir les émotions de chacun, chacune. La deuxième, c'est accompagner la prise de conscience et l'acceptation des processus d'effondrement. Ensuite, l'idée de prendre soin des communautés humaines, des écosystèmes, avec inclusion, soutien et entraide. Et enfin, l'idée d'agir, d'expérimenter et d'apprendre ensemble pour soutenir l'adaptation en tissant des liens avec les autres initiatives existantes pour construire un futur désirable et pérenne. Je reviens aussi à la question des 4 R dont j'ai parlé au début de la rencontre pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Les 4 R, c'est la résilience. Donc la question liée à la résilience, c'est qu'est-ce que nous valorisons le plus et que nous voulons garder et comment. Après le renoncement, que pouvons-nous, que pourrions-nous lâcher pour ne pas que les choses empirent? La restauration, que pourrions-nous ramener pour nous aider à traverser cette période difficile? Et enfin, la réconciliation, avec quoi et avec qui nous allons faire la paix en nous éveillant à notre mortalité mutuelle. Alors, à partir de ces éléments, on a continué à cheminer et la question qui vient maintenant, c'est peut-on réaliser, satisfaire notre raison d'être dans un écolieu et selon quel schéma et principe? Comment ces 4 R résonnent-ils ou peuvent-ils organiser le vivre ensemble et la vie collective dans un écolieu? Voilà, donc on avance, on continue à cheminer avec les questions et tout ça amène des questions plus concrètes qui émergent de cette réflexion. Donc celle de la taille de l'écolieu et ou de la manière dont il peut se lier à l'environnement plus large dans un contexte d'effondrement, qu'il soit brutal ou lent. Il y a aussi celle de l'organisation des échanges de biens, des services déterminant son degré d'autonomie et de résilience. Ensuite, il y a aussi les conditions des accès à ces lieux en termes financiers et en termes de projet de vie. Là, ce sont des questions qui remettent au centre le modèle dominant de l'économie capitaliste fondée sur la propriété privée et elle ouvre aussi à la question des communs. Ensuite, on passe aux formes d'organisation de la vie collective, du vivre ensemble, c'est-à-dire la manière dont un groupe se donne des règles pour décider de son destin afin de prendre des décisions qui l'engagent pour le futur, désirables et pérennes de préférence. Et donc se pose aussi la question de l'inclusion des membres, de l'exclusion éventuelle ou de départ des membres qui seraient en désaccord. Voilà, là, on est vraiment dans le sujet de la gouvernance et des valeurs du groupe. Et en dernier lieu, ça nous a amené aussi à l'émergence de la réflexion autour de la manière dont les hommes et les femmes qui composent ces groupes communautaires sont capables de régler leurs relations interpersonnelles, leurs différences, dans l'acceptation consciente d'un certain niveau de contrainte, dans un esprit de solidarité, d'entraide nécessaire au projet du lieu, sa viabilité, sa durabilité, qui dépasse là les intérêts personnels. Voilà, ça touche une dimension qui va au-delà des règles d'échange et des règles politiques, au-delà du projet de vivre ensemble. C'est pour nous toute l'alchimie de l'équilibre, de la combinaison entre une adaptation matérielle, la résilience, et une adaptation transition intérieure. Peut-on parler là de la dimension spirituelle? Voilà, je crois que j'ai fait un tour. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que ça fait beaucoup de choses qui sont présentes chez nous. Et on voit bien que c'est un sujet très vaste et on prétend évidemment
pas répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Nous allons néanmoins essayer d'apporter des éléments de réponse et un premier éclairage. Alors, il y aura 2 intervenants aujourd'hui et il y aura sûrement après d'autres rencontres pour approfondir ces nombreux sujets que je viens de poser comme ça, comme des petits cailloux sur le chemin de la réflexion. Voilà, donc 2 témoignages, celui de Daniel Rodari et celui de Léandre Baconnet. On va commencer par Daniel et donc je te passe la parole, Daniel. Il va nous partager son expérience. Merci Catherine, super introduction, tellement complète que je ne sais pas si on va la couvrir en entier, mais on verra. Donc moi je me présente vite fait, Daniel, je suis à l'adaptation radicale depuis le premier confinement en France et avant je vivais en Inde, à Auroville, dont je vais vous parler. Et j'y avais créé avec un petit groupe de copains qui travaillaient sur des questions de collapsologie, de résilience de la communauté d'Auroville. On travaillait en particulier sur l'eau, je me rappelle à ce moment-là, parce qu'on trouvait qu'on était un peu tout seul à s'inquiéter de l'eau, avec quelques spécialistes de l'eau. On avait créé en septembre 2019 un groupe Adaptation radicale Auroville, après avoir lu le papier de Jem Bendel. Moi, je suis revenu en France au premier confinement et là, j'ai commencé à me réunir tous les mercredis à 14 h avec un petit groupe de 4-5 personnes dont il reste, je crois, Julien Lecaille actuellement dans l'organisation. Et c'est ça qui a donné petit à petit, le septembre suivant, on a créé le groupe Facebook, je crois, etc. Voilà. Et donc, à l'adaptation radicale depuis 2 ans, on va dire. Et sinon, quoi, je suis un écologiste de formation, pas le parti politique, la science, l'écologie. Et je vis en écolieu jusqu'à mars 2019, depuis 10 ans, quoi, en gros, depuis 2010 ou 2011. J'ai vécu dans 2 écolieux de suite. Le premier, c'était le Hameau des Buis, en Ardèche, qui est donc un écolieu avec une école où il y a environ 50 habitants, 20 maisons, plus quelques habitats légers, et une école de 80 gamins. Et ensuite, nous avons bougé à Auroville, qui est une ville utopique au départ, qui ne s'appelle pas du tout un écolieu. Aucun Aurovillien ne veut trop appeler ça un écolieu. C'est un projet spirituel, c'est un projet humaniste, c'est plein de choses à la fois. Mais c'est quand même, ça a pas mal des caractéristiques d'un écolieu, d'une communauté écologique, entre autres, et qui fait maintenant 3000 habitants. Et qui a la particularité d'être en existence depuis 52 ans, depuis 1968. Donc, mon expérience dans ces 2 écolieux et puis le fait d'avoir traîné dans plusieurs autres écolieux pour envisager d'y vivre ou essayer de comprendre comment ils marchaient, c'est un peu de ça dont je vais vous parler durant les prochaines minutes. Si j'essaye de démarrer mon chrono, j'y arrive pas évidemment, pour juste savoir l'heure qu'il est. Enfin, juste gérer ça. Toc. Oui, je suis en retard. Donc, toutes les questions que Catherine a mis un peu sur la table, moi, j'ai participé à en élaborer une partie. Elle m'intéresse beaucoup parce que je vois la floraison, l'explosion joyeuse d'écolieux en France. Et puis, j'ai vécu en même temps dans des écolieux avec leur réalité quotidienne. Et donc, maintenant, étant impliqué beaucoup dans l'adaptation radicale, je regarde ce que j'ai vu et ce que je vois en train d'arriver avec les yeux un peu de comment ça répond, en quoi ça répond, à quoi ça répond et qu'est-ce que ça essaye de faire selon la taille, selon les ambitions, selon plein de choses différentes. Donc la taille, pour moi, elle est très, très importante. Et elle est devenue très importante après qu'on ait décidé de quitter justement le Hameau des Buis, 50 personnes, et se demander, en fait,
On voulait vivre avec ma famille dans un autre écolieu. On n'envisageait pas à ce moment-là de juste se retrouver une maison quelque part et se remettre à vivre sans un collectif autour. Mais il y avait 2 critères, il fallait que ça soit grand et il fallait que ça soit ancien. Parce que les écolieux ont une courbe de croissance comme nous, et que des écolieux enfants ou adolescents, c'est quand même beaucoup plus fragile que des écolieux qui sont arrivés à l'âge adulte. En tout cas, c'est ma perception. Donc, quand vous arrivez dans un écolieu qui a 50 ans ou 40 ans, il est passé par tout un tas de trucs qui sont assez inconcevables dans les 5 premières années de l'existence d'un écolieu. Et la taille, pour moi, ça a beaucoup d'aspects importants et qui vont se refléter dans la façon dont ça peut répondre à des questions qui viennent de l'adaptation radicale, comme celle que Catherine a soulignée. Le premier truc, c'est vraiment une expérience pratique. J'en suis arrivé à le formuler comme ça. J'étais dans un écolieu où on était 50, donc ça faisait 30 adultes. C'était un écolieu intergénérationnel, donc il y avait des adultes qui avaient entre, on va dire, 20 et 75 ans. Quand l'hiver arrivait, quand on avait passé octobre, novembre, toute la partie de la population au-dessus de 70 ans commençait à rentrer dans une période où ils étaient un peu planqués à l'intérieur, où ils pouvaient être malades, ou s'ils étaient en couple, il y en avait un qui s'occupait de l'autre parce que l'autre était au lit. Donc, toute une partie du village devenait beaucoup moins disponible pour une partie de l'année quand même pas négligeable. Ça, c'est un exemple, hein, c'est anecdotique. Mais en même temps, il y avait des couples et des familles. Et puis, sur le cours des 5 années que j'ai vécu là-bas, il y a eu des séparations, par exemple. Donc, vous avez un couple, un homme et une femme qui travaillent dans l'écolieu, et brusquement, vous avez 2 personnes en train de divorcer sur 2 ans, qui ne font plus rien du tout dans l'écolieu parce qu'ils sont complètement bouleversés par leurs histoires, et donc ils ne peuvent plus faire grand-chose pour aider les autres. Si vous avez 2 couples sur 20 personnes qui sont en train de divorcer ou de se recomposer, comme ça peut même arriver, vous avez beaucoup moins de monde. Et puis ensuite, vous avez des gens qui sont dans l'écolieu mais sans leur partenaire ou des choses comme ça. Et vous vous rendez compte qu'à 20 adultes capables de travailler aux tâches collectives de l'écolieu, il est assez facile de se retrouver à 3 en fait, ou à 5, et à être très fatigué au bout d'un moment. C'est la première expérience pratique qui m'a fait réfléchir à la taille des écolieux dans un sens purement rationnel, qu'en fait, il faut une masse de gens très, très importante pour assurer une capacité d'activité un peu collatérale à leurs occupations personnelles et prioritaires, on va dire, qui fasse tourner l'endroit. Donc, en fait, plus la taille est petite, et là, on parle de peut-être en dessous de, je sais pas, 50, 100 personnes, plus, en fait, les capacités excédentaires d'activité, et même d'activités toutes simples, comme répondre au téléphone du standard de l'endroit, enfin, de la permanence téléphonique, ou changer le filtre à paille de la phytoépuration toutes les semaines, ou des choses comme ça, deviennent difficiles à gérer. Donc, pour moi, la taille est en elle-même un déterminant assez fort de la véritable résilience de l'endroit, dans le sens pas résilience à une catastrophe externe ou quoi que ce soit, juste la capacité de l'endroit à continuer à fonctionner pendant des années sans mettre la moitié de ses occupants en burn-out. Donc ça, c'est un aspect très, très, très pratique de la taille du lieu. Un autre aspect, c'est que la taille conditionne pas mal la façon dont l'écolieu va s'insérer dans le paysage socio-économique de l'endroit. Si vous êtes 12 dans un écolieu avec 4 enfants, ça fait 8 adultes, vous n'allez pas modifier fondamentalement la dynamique économique autour de l'endroit. Si vous êtes 250, ça commence à faire du monde. Donc, forcément, il y a des dynamiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Après, malgré la taille, on peut envisager, je crois que Léandre va nous en parler après, la façon dont on veut se mettre en relation avec tout le socio-écosystème qui entoure l'écolieu, donc la région, les boulots qu'il y a sur la région, les besoins qu'il y a, les choses qu'on peut apporter à l'endroit. Moi, j'aime beaucoup réfléchir maintenant en
en matière de qu'est-ce qu'il est possible d'apporter dans l'écolieu et dans l'entourage de l'écolieu, parce qu'en fait, c'est par les apports qu'on crée les relations, que ce soit à l'intérieur du collectif ou à l'extérieur. Et en particulier à l'extérieur, ça devient vraiment intéressant quand des relations s'établissent qui sont basées sur des besoins réciproques qui commencent à être comblés par une personne de l'écolieu ou le paysan du coin ou le boulanger du coin, etc., etc. Il y a des choses qui s'installent et qui ne sont pas de la même nature que des sympathies, des convergences d'idées. C'est des besoins qui sont des besoins primaires, on va dire, ou pas si primaires que ça. Ça peut être de la culture dans une zone où, enfin, on pourrait considérer la culture comme un besoin primaire, pardon, je vais me faire hurler dessus. Ça peut être simplement d'apporter des choses qui ne sont pas là, mais une fois que ces choses commencent à s'échanger par la pratique, là, il y a des liens qui se tissent qui sont beaucoup, beaucoup plus résilients que j'aime bien celui-là et j'aime moins celle-là. Et ça vaut aussi dans l'écolieu. Donc, tout ça est fortement influencé par la taille. La taille est aussi quelque chose, j'ai beaucoup apprécié, Catherine, que tu aies parlé des, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais des seuils d'accès à l'écolieu. C'est quelque chose dont je vais reparler rapidement, parce que c'est la plupart des écolieux, mais quand je dis la plupart, c'est 95%, en fait, arriver dans l'écolieu revient à acheter une maison quelque part. Et il faut quand même avoir conscience que je ne sais pas quel pourcentage de la population française n'a pas du tout la capacité d'acheter une maison quelque part. C'est juste un truc pour des gens qui ont déjà font partie d'une tranche assez élevée de la répartition des richesses en France. Et c'est encore plus vrai ailleurs. Donc, les seuils d'accès à l'écolieu, et il y en a deux importants à mon sens dans ces catégories, c'est l'argent et c'est l'engagement dans l'écolieu. Parce que pareil, si le fait d'arriver dans l'écolieu demande soit un engagement, genre oui, je veux faire ma vie ici, et tant qu'on n'a pas dit ça, on ne fait pas vraiment partie de l'écolieu, ou oui, je veux donner tant de demi-journées par semaine à l'écolieu, c'est vraiment mon truc. Ça fait des seuils. Des gens qui ont un boulot à temps plein, par exemple, ne peuvent pas se permettre la même chose qu'un consultant en design qui gagne bien sa vie et qui peut se permettre de passer 3 jours à faire autre chose. Donc, c'est des seuils, et ces seuils-là sont beaucoup plus faciles à abaisser ou à travailler dans des grands écolieux que dans des petits, forcément. Enfin, moi, ça me paraît assez évident. Pour glisser de la taille vers la résilience, dans le fait de considérer des écolieux, il y a beaucoup d'écolieux qui sont en route vers l'autonomie, etc. Alors moi, j'ai été le maraîcher du premier écolieu où j'étais, donc du hameau début, avec un copain. On a relancé le maraîchage avec le but de nourrir le plus possible les habitants du village, enfin de l'écolieu, et l'école, qui servait 100 repas par jour, tous les jours de la semaine. On est arrivé à la fin, au bout de 3 ans, sans forcer du tout et en se payant à peu près pas et en faisant un maraîchage avec des bouts de ficelle. On pense qu'on fournissait à peu près la moitié des légumes d'été des habitants du lieu, donc des 30 adultes, on va dire, qui continuaient à aller au marché, etc., pour se fournir le reste. Pas du tout les légumes d'hiver et évidemment très très peu de l'école. L'école nous servait plutôt de trop-plein sympathique quand on avait des productions excédentaires. Arriver à l'autonomie alimentaire sur un écolieu, j'en ai jamais entendu parler pour l'instant, et c'est pas du tout le cas à Auroville, par exemple. Auroville, on est donc 3000 habitants, il y a au moins une quinzaine de fermes, et des estimations très approximatives et pas tout à fait actualisées, et qui datent de quelques années, disent qu'on serait entre 15 et 20% d'autonomie alimentaire. Tout le reste venant de l'extérieur. Alors, le truc, évidemment, c'est que quand on essaye de faire de l'autonomie alimentaire en Inde, on est, entre guillemets, en concurrence financière avec des paysans indiens du sud de l'Inde qui ne gagnent pas des fortunes et qui ne considèrent pas avoir les mêmes besoins que des étrangers installés en Inde ou que des Auroviliens qui peuvent être indiens mais qui ne sont pas forcément des paysans du coin. Donc, il y a des dynamiques là-dessus qui seraient intéressantes à discuter.
Mais de toute façon, c'est extrêmement exigeant de vouloir atteindre une autonomie alimentaire. Moi, quand j'entends autonomie alimentaire, maintenant, je pense presque automatiquement céréales. Donc, j'ai choisi de vous parler de céréales. La plupart du temps, on est complètement incapable de faire pousser les céréales dont on a besoin. Le riz, les nouilles, le pain, pour être tout simple, en général, on ne va pas le produire sur l'écolieu. Et donc, l'écolieu ne peut être conçu que dans son tissu environnemental et socio-économique local, au minimum local. Et donc, en fait, la résilience de l'écolieu, elle est dépendante de tous ces liens. Et si on pense en termes d'adaptation radicale, elle est dépendante des liens les plus faibles. Sa résilience est au niveau de la résilience du boulanger ou du producteur de blé du boulanger qui nourrit l'écolieu. Si le producteur de blé il a une façon de faire très conventionnelle qui fait qu'au premier pet sociétal, il s'arrête de produire du blé, vous n'avez plus de blé dans l'écolieu et votre résilience, elle est ce qu'il avait lui comme résilience. Donc, c'est plus intéressant pour moi de penser insertion dans le territoire local et lien en même temps de codépendance et qui sont quand même indispensables, qui sont en même temps bénéfiques et indispensables, que de penser résilience, autonomie. Résilience en lien avec tous, oui, autonomie alimentaire et tout ça, pour moi, c'est un débat qui est dépassé, qui va être dépassé. Ce qui n'empêche pas, évidemment, d'essayer de produire le maximum chez soi. Interdépendance, ouais, je vois Pauline qui dit ça. Je ne suis pas du tout le chat parce que je suis incapable de parler en suivant le chat. 150 habitants, c'est plus un éco-village qu'un écolieu, si on veut. Le nom m'importe peu. Mais effectivement, la plupart des écolieux ont moins de 50 personnes. Ils ont même la plupart, je pense, ont moins de 20 personnes. Dans les écolieux qui se créent en France, 13 à la douzaine en ce moment, c'est souvent une famille et quelques amis. Et pour ça, pour moi, c'est un embryon d'écolieu. C'est pas encore ça a une résilience très très faible, surtout des amis. Si c'est encore des inconnus qui ont réussi à se mettre ensemble, déjà c'est plus costaud. Mais alors, des amis, c'est super, mais c'est fragile pour moi. Je vais vous parler de 2 écolieux avant d'avoir fini. J'ai absolument pas réussi à suivre mon temps. Je ne sais pas si Catherine ou Thierry ont une idée de combien de temps j'ai pris déjà. En fait, Daniel, on était justement en train de causer avec Catherine en aparté, en train de se dire que est-ce que Daniel regarde sa montre? Mais non, j'y arrive pas. J'avais lancé un truc, mais… Donc, si tu peux arriver à conclure pour laisser la parole à Léandre. D'accord. Oui, pas de problème. J'ai déjà parlé 20 minutes? Oui. Ok, j'ai bien fait de vous demander. Désolé. Donc, je conclus juste sur 2 lieux qui me paraissent super intéressants en France et que je connais un peu. Terra, dans le sud-ouest, qui est un écolieu qui est fait d'une manière où l'insertion dans le paysage et la revitalisation de l'économie est à la base de l'écolieu, en fait. Ils ont cherché à faire dans le design de l'écolieu que les habitants soient des acteurs d'un redémarrage régional, enfin micro-régional, on va dire. Et ça change beaucoup de choses. Ils le font en particulier avec une monnaie alternative directement créée à la création de l'écolieu. Et ils ont envisagé l'écolieu comme un prototype pour en créer partout. Donc pour moi, là, c'est quelque chose qui a une portée sociétale complètement différente de la plupart des écolieux, beaucoup plus forte pour le dire clairement. Ils sont une trentaine, je crois, pas plus. Mais le fait de créer l'écolieu en accord avec la mairie, de voir quels boulots vont être créés sur l'écolieu et autour, etc., ça change tout. Et pour aller vite, je passe au deuxième, qui est les communes imaginées, qui n'est pas vraiment des écolieux, c'est des rassemblements de gens qui veulent travailler sur un rassemblement hétéroclite de terre, en fait, de petits bouts de champ qu'ils arrivent à acheter dans une région. Ils se donnent un espèce de périmètre qui serait celui qu'on peut parcourir à pied en une journée, 20 km à peu près. Et dans ces 20 km, on achète des terres, on trouve des maisons, on se loue des apparts et on vit dans un niveau de collectivité variable et dans un engagement personnel aussi variable. On crée juste un ensemble de communs et on accueille sur ces communs, sur le travail qu'on peut faire dans ces communs,
toute une série de profils qui peuvent être soit complètement impliqués dans une collectivité, soit juste des gens qui sont là et qui font partager leur artisanat à l'écolieu, par exemple. Enfin, à la commune imaginée. Ces deux choses-là, pour moi, c'est des grandes inspirations et ont un potentiel, et c'est des recherches qui me paraissent super intéressantes. Et je me rends compte que je n'ai pas tellement parlé d'Auroville. J'en suis désolé, je répondrai dans les questions. Merci. Je m'arrête là et je passe la parole à Léandre, je crois. Merci. Juste pour répondre à une question, pour les communes imaginées, il y avait la référence dans un des premiers liens que j'avais envoyé, mais je vais vous le remettre. Voilà, Léandre, tu peux prendre la parole. Oui, vous m'entendez bien? Super, Léandre. Oui. Eh bien, bonsoir à tous. C'est amusant de passer derrière Daniel parce qu'effectivement, 20 minutes, et vu que j'ai noté des trucs à répondre à ce que Daniel a dit, bon, je vais être concis. Donc, je m'appelle Léandre Baconnet, j'ai passé les 6 dernières années en vie collective, d'abord dans notre propre habitat qui a été aménagé pour accueillir 2 foyers supplémentaires. Et puis, nous avons déménagé il y a à peu près 1 an et demi pour venir nous implanter en Bretagne Sud, dans le Morbihan, sur un lieu un peu plus vaste, qui reste encore un micro-lieu par rapport aux critères de Daniel, puisque actuellement on est 10 et qu'on a vocation à être entre 15 et 20. Moi, je suis assez sensibilisé à la question environnementale depuis une quinzaine d'années, et ça fait 15 ans que je me suis d'abord intéressé au survivalisme, parce qu'en termes de résilience, c'est essentiellement ce qui était disponible à ce moment-là. Donc le peak oil, toutes ces choses assez... on peut parler d'effondrisme avant l'heure, d'une manière assez rationnelle. Et en fait, un petit peu avant que Pablo Servigne sorte son entrée de l'autre loi de la jungle, j'ai eu la conviction que en fait, le vivre ensemble était la clé. Puisque en fait, l'autonomie sur un foyer, l'autonomie sur 2 foyers, ce sont des choses qui sont très compliquées à atteindre, ne serait-ce qu'en termes de répartition des compétences. À côté de ça, on s'est mis à produire nous-mêmes une partie de notre alimentation. Je me suis intéressé à la permaculture et notamment aux jardins-forêts comestibles. Et pour moi, ça a ouvert le champ des possibles, notamment le fait de sortir du cadre d'une vision anthropocentrée, mais plutôt de rejoindre progressivement une vision éco-centrée, c'est-à-dire en se réincluant dans l'environnement. Cette idée de re-responsabilisation, puisque aujourd'hui notre société nous démissionne de pas mal de choses, ne serait-ce que la production d'eau potable, ne serait-ce que la gestion de nos excréments. Je prends 2 exemples assez marquants. Et donc, l'idée, c'était de commencer à inventer notre nourriture autrement, pour devenir une sorte d'ingénieur d'écosystèmes de type chasseur-cueilleur, tel que l'humain en a connu il y a longtemps. Et ça répond en partie à cette problématique céréalière qui, en plus, sont des calories de place, parce que forcément, il y a forcément une transition à trouver, permet d'obtenir des productions conséquentes, d'aggrader l'environnement et la biodiversité, de stocker du carbone, donc de contribuer à la réduction du réchauffement climatique, de faire venir de nouvelles variétés de mammifères et d'oiseaux, et donc de rétablir la balance du vivant. Et tout ça peut être mené conjointement. Prendre soin de la nature et du lien authentique. Donc ça plaira beaucoup à Thierry, qui est un artisan du lien. À la création de notre lien, on a eu l'intime conviction que le lien, la façon de se mettre en lien était quelque chose d'important pour nous. Alors attendez, oui, ma connexion bug par moment, je suis désolé. La façon de se mettre en lien était importante pour nous, puisque la statistique d'échec des écolieux, 80% à 5 ans, est
souvent en grande partie lié au putain de facteur humain, comme on l'appelle actuellement. Et cette dimension pour nous d'avoir du temps pour les autres, ça conditionne aussi le dimensionnement du lieu, puisqu'on estime qu'on peut interagir de manière qualitative avec… notre cerveau est fait pour interagir de manière qualitative avec une quarantaine de personnes seulement. Donc nous, on a décidé de rester en dessous et on se rend compte actuellement, au bout d'un an d'existence, que en fait, chacun a à gérer ses petits dossiers noirs, que les autres sont un miroir fantastique pour avancer si tant est qu'on en ait envie, et que donc du coup, ça pique régulièrement. C'est compliqué à gérer pour chacun, avec des hauts très hauts et des bas relativement bas, parce qu'on est sur ce chemin d'évolution, on est sur ce chemin de compréhension mutuelle, et ça commence par soi. Et du coup, on est dans une situation où, comme je le disais tout à l'heure, on se responsabilise et on ne peut plus se cacher derrière les autres, on ne peut plus se cacher derrière nos dénis ou nos biais de confirmation. Il faut aller au charbon, et on y va, et pour ça, il faut du temps. Pour ça, il faut énormément de temps. Donc, je rejoins Daniel aussi sur quelque chose qui est important, c'est la disponibilité, elle est forcément variable, et il faut une certaine souplesse autour des projets, du modèle économique du lieu, parce que sinon, on s'expose à aller dans le mur s'il y a des défaillances. Une autre chose que je voulais dire par rapport à l'autonomie, moi j'aimerais distinguer autonomie d'autarcie. Autonomie, c'est avoir potentiellement la capacité, par exemple, sur le plan alimentaire, de produire les calories nécessaires à nourrir tous les habitants. Là, on pourrait parler d'autonomie. Est-ce qu'on a vocation à produire toutes les calories, tous les aliments, toute la diversité nécessaire pour avoir une alimentation variée et de qualité? Pas forcément. D'autant plus que quand on commence à s'intéresser, par exemple, aux semences, on sait très bien qu'il faut de la diversité, qu'il faut faire des échanges, surtout si on reste sur une alimentation à base de plantes annuelles qui sont terriblement pauvres et fragiles. Il faut des échanges, il faut conserver les semences et il faut pouvoir faire des trocs avec les personnes aux alentours. Oui, on peut éventuellement parler de souveraineté, effectivement. En tout cas, avoir des billes pour interagir, là je suis entièrement d'accord avec Daniel. Cette histoire d'interdépendance, elle est très importante. Et cette ouverture vers l'extérieur, créer du lien avec notre environnement, ça permet d'identifier des personnes qui pourraient être sources et puis de faire un prosélytisme doux en expliquant que on a un mode de vie qui nous permet de bien vivre. Nos convives s'en rendent compte régulièrement. On mange différemment, mais on mange bien. On fait des cercles de météo intérieur et des tours d'émotions, et ça permet aux uns et aux autres de s'ouvrir et d'avancer sur eux-mêmes. Donc c'est très intéressant de recevoir et de prendre contact avec notre environnement, ce qui fait que notre lieu, effectivement, peut être, j'espère, sera considéré à terme comme une ressource par notre entourage proche, et également pourra aller chercher des ressources à l'extérieur et créer du lien. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Autre chose que j'ai retenu par rapport à la présentation, on parlait d'engouement sur un symptôme de fuite. Effectivement, depuis le premier confinement, on a vu des projets éclore avec un élan qui parfois est peut-être un élan de fuite ou d'évitement ou de peur. Et ça, je pense que ça peut être très, très compliqué à gérer. Il y a vraiment une dimension… malheureusement, on arrive à un moment où il va falloir mettre les bouchées doubles pour avancer vite. Et le travail sur soi, c'est un peu le contraire, ça se fait plutôt lentement. Donc c'est un peu compliqué de coordonner les deux. Et je ne sais pas, j'ose pas imaginer ce que pourrait donner un écolieu qui soit basé sur un système de précarité et d'urgence. Voilà, je pense qu'il y a un temps nécessaire pour avancer sur soi. Et il y a aussi un élan commun à trouver. J'ai un de mes gourous qui dit le chef, c'est le projet. Et du coup, créer un mythe fondateur, créer une charte telle que la plupart des lieux la rédigent, permet de se ranger derrière, permet d'encourager le fait de mettre les égos de côté, et permet aussi, avec cet écrit tangible, de se dire est-ce que je suis encore dans le projet? Est-ce que mon chemin de vie, on sait tous que c'est forcément non linéaire,
Est-ce que mon chemin de vie tend à s'éloigner de ce projet et auquel cas, je suis légitime à m'en éloigner? Est-ce que je me donne les moyens de proposer à mon groupe de faire évoluer, ce projet? Toutes ces questions sont bonnes à se poser et ça rejoint, un autre propos qui a été évoqué, c'est la facilité de sortir et d'entrer des lieux. Nous, quand on a fait notre petite enquête sur, la création de notre lieu, on s'est rendu compte que les lieux résilients, c'était souvent des lieux, les lieux les plus anciens étaient souvent des lieux qui, n'avaient pas un besoin fondamental que telle ou telle personne reste ou parte et où les entrées et sorties étaient très facilitées. Et là, on en vient, à cette idée de propriété et cette notion, délicate. Comment, ne pas cristalliser émotionnellement, quelqu'un, si on lui demande un ticket d'entrée à 200 000 € pour entrer dans un lieu, s'il s'investit de manière bénévole, s'il estime être lésé, et qu'en plus, il aura du mal à récupérer cette somme d'argent. Donc, et ça pose aussi une question pour moi. Quelqu'un arrive avec 400 000 € et me dit, on va faire plein de choses avec cet argent, je vous rejoins. Eh ben, je me poserai la question de: «Est-ce que j'ai envie que cette personne-là investisse 400 000 € dans le lieu?» parce que, j'ai pas envie de les emprunter pour lui rendre à la fin. Heu et là, on est sur le principe de sobriété tel que Pierre Rabhi l'a dessiné, dans les projets, Oasis Colibri. Il faut savoir aujourd'hui que, comme disait Jean-Marc Jancovici, un smicard aujourd'hui, a 4 fois trop de pouvoir d'achat, pour amener le monde, vers, les 2 tonnes d'émissions de CO2 par an par habitant, pour rester en deçà des 2 degrés, de réchauffement climatique. Donc, tabler sur un niveau de vie à terme, parce qu'il faut que ce soit progressif, tabler sur un niveau de vie à terme avec une ressource, équivalente à un SMIC, voire un RSA, c'est le niveau de sobriété qu'il faut s'attendre à pouvoir aller chercher, quoi. Et ça conditionne aussi la formation de chacun au sein du groupe sur les compétences déterminantes pour vivre, avec ce niveau de sobriété. Et là, j'en viens c'est bon, j'ai mis 11 minutes. Là, j'en viens à quelque chose qui est important pour moi, par rapport à la démarche d'adaptation radicale, c'est cette idée de renoncement. Et ça rejoint pour moi cette idée de symptôme de fuite, dont parlait Catherine. Heu, Renoncer, se faire contrainte, c'est, mettre des bâtons se mettre des bâtons dans les roues. Le renoncement, selon moi, il devrait être volontaire. Et forcément, là, le groupe peut apporter quelque chose parce que, on dessine un chemin, on décide de pas forcément y aller de manière brutale, à l'image de la fleur permaculturelle où on revient sur les différents sujets et chaque personne du groupe, du collectif peut amener un petit angle en disant: «Est-ce qu'on pourrait pas changer ceci? Est-ce qu'on pourrait pas changer cela? Aller vers moins de déchets, aller vers plus de sobriété?» Et ça fait des petits cliquets qui sont assez souples, à faire et au final, ça apporte, moins de biens matériels, moins de soucis à régler par rapport à ces biens matériels, et plus de qualité de vie et plus de temps d'oisiveté, passé ensemble et là, ça devient savoureux et du coup, quand le renoncement est volontaire, pour moi, ça n'en est plus et ça devient du plaisir et je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre absolument. Prendre du plaisir ensemble, garder des activités, fondamentalement artistiques et culturelles, et profiter de tout ça ensemble. Vraiment incarner le vivre ensemble. Hem, voilà. Par rapport à tout ce que j'ai vu, ouais, revisiter la propriété, pour moi, ça a une dimension chez nous, on a une dimension sanctuarisation du vivant. C'est-à-dire que, on a eu la chance d'acheter un lieu, qui dispose de beaucoup de forêts. Et on a la chance qu'elle soit classée, espace naturel, ce qui veut dire qu'on ne nous obligera pas à respecter des règles, d'exploitation agricole forestière. Et on a vraiment à cœur, d'aggrader le vivant et d'enrichir. L'idée, ce serait vraiment qu'on puisse arriver à avoir une empreinte positive sur notre environnement. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous et cette idée qu'a évoqué Daniel nous plaît énormément. Se dire, si des personnes nous rejoignent et ont des moyens financiers qui, ne serviraient pas forcément au lieu, eh bien pourquoi pas, acheter des terres autour,
et les laisser tels quels, les administrer en agroforesterie, pourquoi pas, et regarder le vivant se développer en leur sein. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi à mon sens. Et ça participe de cette vision vraiment éco-centrée. Réincluons-nous dans la boucle de la nature et, et prenons soin du vivant de manière globale, quoi. C'est parfois difficile. J'ai assisté à certaines conversations parfois au sein d'Adaptation Radicale quand j'étais un peu plus assidu. Et c'est assez difficile parfois de voir des personnes faire des propositions qui sont la même chose mais différentes. Le temps du côté du caractère invasif de l'humain et la gestion des événements me fait me dire on est encore dans l'anthropocentré et incluons-nous dans un cycle vertueux. Voilà. Je crois que... Alors, on peut parler de calories. Je vois qu'il me reste un petit peu de temps. Donc, les céréales, le maïs, le pain. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été menées, malgré le fait qu'elles aient eu du mal à être financées, puisque c'est forcément les grands groupes qui financent. Et on sait aujourd'hui que le blé, même bio, issu d'une variété ancienne, cuit à haute température pour faire du pain, n'est pas forcément la nourriture la plus saine possible. Les sauvages, la cueillette sauvage apporte des oligo-éléments et des micronutriments qui sont d'une variété et d'une richesse exceptionnelle. Donc aujourd'hui, nous, avec 10 hectares Léandre, je crois qu'on ne t'entend plus. Oui, moi aussi, je l'ai perdu. Je me demande même s'il est là. L'image est figée. J'ai plus l'image. Ah si, oui. Ah, ça y est. Léandre? Ah, il est de retour. Oui, vous m'avez là, vous m'entendez? Oui. Bon, parfait. Donc je reprends, excusez-moi. Je suis théoriquement en zone blanche, donc j'ai fait une bidouille informatique qui permet d'avoir du réseau, mais c'est un peu instable. Donc, on a ce qu'il faut les arbres sont d'une qualité de production exceptionnelle pour apporter les charges, ce qui est nécessaire pour apporter les calories pour nous faire fonctionner. Les légumineuses sont importantes et sont des cultures bien souvent rustiques. Et il y a vraiment une grande balance à faire sur la part effort, production et plaisir sorti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit des tomates parce qu'on aime ça. Et puis on fait des essais de pois chiches, de soja et de choses comme ça, parce qu'on veut aller chercher de manière végétale notre production de protéines. Et tout ça est à mettre en balance. Il y a beaucoup de gens qui théorisent là-dessus et qui disent qu'avec entre 500 et 1000 mètres carrés de culture végétale par personne, on arrive à être autonome. Il est évident que ça passe par du troc auprès de notre entourage et il y a la manière de transformer après qui vient derrière. Pour conclure, je dirais que même si le chemin doit être progressif vers l'effondrement et la sobriété, rien ne nous empêche de commencer à apprendre à nous mettre dans l'état d'esprit de se passer de certaines choses. Rien ne nous empêche de commencer à s'approprier le fait de prendre des douches froides, par exemple. Rien ne nous empêche de nous approprier des hivers à 15 ou 14 degrés à l'intérieur dans la maison. Et du coup, quand il faudra couper le bois pour se chauffer, quand il faudra couper le bois pour chauffer l'eau chaude sanitaire, eh ben, tous ces efforts-là, ils seront amoindris. Je lis là sur le chat les noix, les noisettes, effectivement, tout ça. Je pense qu'il est urgent de se mettre en marche, il est urgent de planter, il est urgent de faire ça maintenant parce qu'il faut 10 ans avant que ces arbres-là commencent à produire pour certains. Et il est urgent de créer des lieux
même si ça ne marche pas forcément, parce que vous verrez forcément des belles rencontres se faire et ces moments-là sont précieux. Donc on peut, on peut discuter beaucoup. Moi, je trouve qu'il faut passer à l'acte. Voilà. Merci beaucoup. Merci Léandre et merci Daniel aussi. Thierry, tu prends la suite? Oui, je pense que je vais juste essayer de, avant de laisser la parole, je dirais à tous ceux qui sont là et qui ont sans doute, on le voit dans le chat, plein de questions à se poser, à poser. Je vais essayer de faire le lien d'une certaine manière entre ce que Daniel a pu dire et ce que Léandre a pu dire, et commencer par te remercier, Catherine, pour ton introduction si riche, comme Daniel l'a remarqué, en questionnement, et de voir comment ces questionnements qui nous sont arrivés, en fait, sont des questionnements qui sont arrivés et qui constituent finalement une grille de lecture, hein, par rapport à la perspective des écolieux, en croisant notre raison d'être et en même temps les 4 R. Et je reviendrai sur l'un des R qu'a pu exprimer aussi Léandre. Moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai retenu, c'est effectivement du témoignage de Daniel, le fait que la question de la taille et de l'insertion des écolieux et de leur ancienneté, et donc aussi de leur intégration dans un tissu local plus large, était déterminante à travers tous les systèmes d'échange que ça pouvait produire, et que ça pouvait aussi rendre cet écolieu vraiment présent, et avoir une certaine densité et une certaine importance pour son environnement. Je crois que ça, c'était vraiment la chose, moi, qui, dans le témoignage de Daniel, m'a fortement marqué, hein, et surtout le fait que, en fait, parce que le témoignage de Daniel, il est centré plus sur le terme, enfin, par rapport aux 4 R, hein, j'ai l'impression qu'il était centré sur l'organisation de la résilience, hein. C'est le mot qui est revenu plusieurs fois, je crois, et de regarder précisément comment peut se constituer à partir de l'écolieu et avec son environnement une chaîne de résilience, et qui va fonder la résilience collective, et je crois que ça, c'était le pivot de la réflexion de Daniel. Alors peut-être qu'il y aura des questions aussi comme sur Auroville, hein, qui est une expérience ancienne, nombreuse, enfin, où il y a une dimension aussi spirituelle. Et comme Daniel n'a pas eu le temps d'en parler, il pourra prendre un peu de temps, je pense, dans ses réponses pour en parler. Donc ça, c'était effectivement un point qui me semble un point clé, hein, du témoignage de Daniel. Pour en venir à ce que j'ai entendu du témoignage de Léandre, où là, le témoignage était plus sur l'expérience de lieux qui sont des petits lieux. En fait, c'est une autre dimension, enfin, de la résilience, d'une certaine manière, des écolieux que Léandre a développé, mais c'est aussi une résilience sur le plan intérieur. Je crois qu'il a beaucoup insisté, au moins au début de son témoignage, sur le fait que il y a une dimension qui est importante, et d'autant plus importante peut-être que le lieu est petit,
de nourrir les liens interpersonnels. Et c'est vrai que plus il y a de proximité, plus parfois ces liens-là, je dirais, ont une intensité, une couleur qui impacte effectivement le vivre ensemble de ce micro-lieu, quoi. Et donc, je crois qu'il y a effectivement tout ce travail sur lequel il est très centré à travers son expérience, sur le travail sur soi, sur le fait qu'il faut réussir à s'accorder, développer une charte. Il a parlé de charte, hein, et au regard de ce travail sur soi, de la charte, de toujours essayer de mesurer de quelle manière il y a toujours une adéquation au lieu, hein, sachant que sans doute que le lieu évolue aussi. D'où l'importance à la fois de ce qu'il disait, c'est bon, comment on y rentre, mais aussi comment on en sort, de telle sorte que bon, il y a un relais et un équilibre qui se crée dans ce lieu-là. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect du témoignage de Léandre qui me semble important, c'est le R du renoncement. Et mais en même temps, de comprendre le renoncement d'une certaine manière. Je crois que c'est souvent des discussions qui reviennent au sein de l'adaptation radicale autour de ce terme de renoncement. C'est comment à un moment donné, ne pas être simplement dans le renoncement comme bah, on est bien obligé, comme une sorte de résignation et qui peut produire une forme ouais, de regret, en fait, de regret de choses qui seraient perdues, etc. Donc le renoncement, je crois là, si j'ai bien compris, c'est une démarche volontaire, c'est plus un élan d'acceptation et la création d'un espace du vivre ensemble, du partage et de nouvelles pratiques qui sont en fait des choses qui peuvent développer la joie, en fait, et non pas le regret de ce qui est perdu. Donc c'est vraiment se réorienter par rapport à des modes de vie. Et le troisième aspect que j'ai retenu de ce témoignage, c'est que cette interdépendance, elle est aussi une interdépendance avec tout son environnement. Je mets des guillemets par rapport à ça. Et parce que c'est à la fois les autres vivants, que ce soit du point de vue animal ou du point de vue végétal, et que là, il y a vraiment tout un travail pour essayer de se décentrer, de sortir d'une vision anthropocentrée pour plutôt une vision écocentrée. Et ça, j'ai trouvé que c'était un élément fort de la culture du vivre ensemble que proposait Léandre. Mais en même temps, je crois que c'était un peu sa conclusion, c'est aussi toute l'importance effectivement d'une réflexion très fine finalement sur les choix de culture qui sont à faire au niveau de l'écolieu, de telle sorte que ça puisse aussi nourrir et s'intégrer dans des échanges locaux. Et c'est, je crois que sur ce point-là que les témoignages de Léandre et de Daniel se rejoignent. C'est effectivement comment, quelle que soit peut-être finalement la taille de l'écolieu, comment on peut organiser cette interdépendance de telle sorte que l'écolieu ne soit pas simplement une niche ou un refuge, hein, un petit peu les questions que posait Catherine dans son introduction, mais soit véritablement un élément du tissu local pour que, effectivement, de nouveaux modes de vie, de nouveaux schémas culturels puissent se développer. Voilà. Et puis aussi cette importance sur laquelle je crois que Léandre a insisté aussi, c'est le travail d'anticiper, et donc de pouvoir déjà réussir à se mettre en marche, car, mais ça sera ma conclusion et j'ai bien aimé cette image. Il ne faut pas oublier que les arbres poussent et prennent du temps pour devenir productifs, et que c'est aussi dans cette
harmonie, cet alignement finalement avec le vivant qui nous entoure que l'on doit composer. Voilà. Donc ça, c'était effectivement les éléments de synthèse que je retiens de ces deux interventions. Mais à partir de là, j'imagine qu'il y a plein d'interrogations et je vais laisser Catherine peut-être distribuer la parole par rapport aux interrogations. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions, c'était super intéressant. Il y a quelques temps, donc j'ai eu la chance de voir Arthur Keller en conférence. Si jamais certains ne le connaissent pas, je vous mettrai une ressource pour voir un petit peu sa pensée. Donc lui aussi met en avant les 4 R, donc je pense qu'il y a pas mal de liens avec votre façon d'appréhender les choses. Lui, ce qu'il disait sur la partie écolieu, c'est un peu ce que tu disais, Daniel, c'est-à-dire on ne va pas s'en sortir en termes de résilience en petits groupes. Si un jour vous avez une famille qui arrive, ils sont 5, ils frappent à la porte, ils ont faim, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous leur ouvrez la porte? Est-ce que vous leur fermez la porte? Ils vont rester quelques jours, etc. Donc en fait, c'était lui, ce qu'il disait, c'était plutôt, il faut plutôt raisonner à une échelle de, il me semble que le nombre qu'il donnait, c'était à l'échelle d'une région, donc plutôt peut-être 100 000 personnes, et dans cette région-là, avoir un réseau de communautés mais qui sont toutes interdépendantes et qui vont permettre d'atteindre un niveau de résilience en termes de matières premières pour tout ce qui est alimentation, habillement, matériaux de chauffage, etc. Donc je trouve ça génial. Ça me paraît par contre difficilement atteignable parce que j'ai l'impression que dès qu'on sort de la petite échelle, on se heurte à la norme et au fonctionnement actuel. Et du coup, j'imagine bien que personne ici va avoir une réponse parfaite, mais c'est quoi votre point de vue là-dessus, de comment on arrive à créer des réseaux qui sont plus grands que ça pour sortir de ce fantasme de l'écolieu où on pourrait être résilient à 10 ou à 50. Voilà, merci beaucoup. Moi, je peux répondre pour ma part. Il y a une phrase qui nous inspire, quand je dis nous, c'est avec des amis comme Gauthier Chapelle, Raphaël Stevens depuis 10 ans. C'est une phrase de Joanna Macy, enfin un nom, elle appelle ça les Rough Weather Networks, donc les réseaux des tempêtes ou réseaux pour les temps difficiles, temps entendu comme du mauvais temps, quoi, de la tempête sur la mer par exemple. Et ça, c'est des réseaux qu'on imagine justement d'écolieux, de tiers-lieux, de rassemblements de personnes plus ou moins diffus, qui se sont mis en réseau entre eux et qui sont du coup capables de, presque naturellement, hein, de mieux tenir le coup quand ça secoue autour. Donc ça, c'est une espèce de vision, de truc à long terme. Moi, je suis d'accord avec Arthur Keller, mais je ne vois pas encore comment ça se fait par le dessus, en top-down, en disant bon, on va prendre cette région de 100 000. Alors, il y a des initiatives, les biorégions, la biovallée de la Drôme, des choses comme ça qui sont en train d'explorer un peu ces trucs-là. Moi, je trouve ça super intéressant, mais je me dis aussi que, ouais, c'est ça, les biorégions, ouais. Je me dis aussi que c'est une capacité, non, c'est pas une capacité, c'est une, comment on appelle ça? C'est une qualité émergente des écolieux, si on veut, s'ils sont conçus comme ça. C'est-à-dire que si les gens qui créent les écolieux ont ça dans la tête, si c'est de plus en plus connu, et moi, je suis assez optimiste là-dessus, et je ne suis pas optimiste sur des cases de choses, mais là-dessus un petit peu, c'est-à-dire que je vois une évolution vraiment des gens vers, OK, l'écolieu, c'est super, mais effectivement, il y a des prétentions qui ont été mises dans ce nom ou des idées qui sont complètement illusoires, et donc il ne faut pas s'encombrer. En fait, il faut pas se freiner avec ça, il ne faut pas se libérer, il ne faut pas s'accrocher à ça, il faut s'en libérer. Donc, si on a une idée de notre écolieu dans un archipel, dans un réseau, et donc avec des incapacités totales qui sont en fait, on pourrait dire, zut, notre écolieu est totalement incapable de fabriquer nos chaussures.
Ou on pourrait se dire, c'est super parce qu'à 50 bornes d'ici ou à 20 bornes d'ici, il y a justement cette coopérative d'artisans qui fait des chaussures. Donc, on va tous prendre la décision, résiliente et sobre, de n'acheter nos chaussures que chez eux parce que ça va leur faire un marché de chaussures. Alors, elles vont nous coûter plus cher, elles vont avoir moins de variété, ça va être par rapport à ce qu'on a l'habitude d'acheter complètement nul, enfin d'une certaine manière, très réduit en tout cas, mais ça sera des super chaussures bretonnes si on est en Bretagne. Et on aura la joie de créer ce réseau, quoi, de l'activer en monnaie sonnante et trébuchante ou en échange de services et de toute façon en reconnaissance mutuelle. Reconnaissance de « ah ben, il m'a acheté mes chaussures et puis lui, il m'a fait mes chaussures ». Et donc, en tissant ces trucs-là consciemment, parce que ça se fait inconsciemment, mais c'est moins costaud, je pense qu'à ce moment-là, on fait du bottom-up, on fait de l'émergence de ça. Et je m'arrête là, je parle trop. Léandre, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en complément. Très bien, oui. Après, Marty, je te laisse la parole, promis. Moi, ça m'interpelle, ces idées de bio-région. Je comprends bien le fait d'avoir un volume conséquent et je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se triture les méninges sur comment on pourrait faire en mode dégradé avec des moyens de transport inexistants et des moyens de communication inexistants. Ce serait forcément très, très compliqué. Moi, je me dis que ça peut être des réflexions intéressantes à mener en parallèle du fait de créer son lieu, de créer son oasis et de se mettre en marche pour fonctionner avec la moitié d'un SMIC. Et à partir de là, on pourra commencer à bosser. Et moi, je pars du principe que dans le rayon de 20 km autour de moi, ce qui est à peu près un aller-retour en marche à pied faisable dans une journée, et ben, il faut que j'identifie les personnes qui peuvent être ressources et que je puisse être une ressource moi aussi pour eux. Donc, j'ai la chance en Bretagne, on a un tissu qui commence à être très, très maillé. Donc, par exemple, je suis à 20 km, chaque écolieu est à peu près à 20 km d'un autre, des lieux déjà, ça permet de créer des connexions. Chaque éco-partage, il y a pas mal de choses comme ça qui se créent en cas de force majeure, d'être réactif et de ne pas être sidéré par une situation. Moi, par exemple, de mon côté, je me suis formé aux thérapies cognitives et à la gestion des traumatismes pour me dire si ça ne va pas bien, il faut que je puisse remettre le plus de personnes debout et en marche possible autour de moi. Donc, je fais ma part de cette manière-là. Et donc, créons du lien par cercle concentrique. En permaculture, il y a les zones, zone 1, zone 2, etc. Donc, commençons par la zone 1, enchaînons par la zone 2, créons ce maillage. Et après, l'organisation, on a bien vu dans les temps anciens que quand il n'y a pas de moyens de communication et quand les moyens de transport sont limités, que c'est particulièrement compliqué. Moi, je pense que c'est de la réflexion, qui est très intéressante. Et il ne faut surtout pas être inhibé de se mettre en marche en attendant, parce que sinon, on perd du temps. Voilà, merci beaucoup. Merci Léandre. Marty, merci beaucoup. Ton micro n'est pas allumé. OK. Alors, j'ai été liée avec Oroville depuis 25 ans et je peux vous dire, il n'y a aucune communauté qui est utopique. Il y a des difficultés toujours parce qu'il y a un travail personnel, un travail collectif et c'est ce qui se passe autour, le contexte qui est non seulement régional, mais aussi en ce moment, c'est des questions climatiques. Alors, je voudrais vous parler juste un peu du Global Eco Village Network. Je suis un des cofondateurs ou cofondatrices de cette network. On a commencé avec 11 communautés. Je crois que c'était en 1995. On était 11 communautés et aujourd'hui, on est dans 65 pays différents et il y a des centaines de milliers de gens qui sont intéressés, que ce soit des étudiants, des gens, en fait, on a eu des contrats avec Sénégal pour créer 30 000 éco-villages. Alors, je voudrais vous dire, allez sur le site web
hein, qui est www.ecovillage.org et voir un peu ce qui est là. Et si on voudrait créer des communautés, on est en face tous des mêmes problèmes. Hein. Les questions que vous avez posées ce soir, c'est des questions que d'autres communautés et d'autres gens ont posées. Et il faut en fait qu'on fasse... ce qui est important en fait, c'est de visiter les communautés, voir des communautés différentes, comment ils résolvent les problèmes, comment ils produisent leur agriculture, tout. Et à travers ça, on va apprendre plein de choses. Alors, le GEN, c'est très riche. On a des communautés en Italie, en Écosse, en Argentine, en Colombie, au Japon, partout, en Inde. Et chaque communauté est différente, mais on a des choses en commun. Et ça, c'est un réseau sur lequel on peut se connecter avec d'autres. Et on va être au COP 25 en Écosse en novembre. On est lié en partenariat avec Transition Towns. Les écolieux, ça peut être n'importe où et n'importe quelle taille en fait aussi. Hein. Nous avons des communautés urbaines, rurales, spirituelles, artistiques ou une combinaison de tout. Et comme ça, on peut tous travailler ensemble parce que le travail au niveau des changements climatiques est tellement important qu'il faut qu'on convainque beaucoup de gens très vite que c'est urgent qu'on change notre façon à vivre. Voilà, donc il y a le GEN et une sister organisation de ça, c'est le Gaia Education. Et que c'était, en fait, a été formé, en fait, sous le GEN. Et là, c'est une organisation qui offre, je suis toujours là, oui, qui offre des workshops et des stages dans les éco-villages différents. Donc, ça aussi, c'est une chose que vous pouvez faire. Hein? Donc, c'est Gaia Education et c'est le GEN, le Global Eco Village Network. Voilà, c'est tout ce que j'ai à offrir ce soir. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour toutes ces super interventions. Je suis désolée, mon ordinateur mouline et du coup, je n'ai pas pu prendre la parole. J'avais une question du coup pour la personne qui vient de parler. Elle y répondait partiellement. Je me posais la question des enjeux de taille. J'ai cru comprendre qu'en France, du coup, ce qui était écolieu et éco-village reste sur des tailles un petit peu plus faibles que peut-être dans d'autres pays. Donc, est-ce qu'il y a des données par rapport au Global Network, Eco-Village Network? Est-ce que dans d'autres pays, il y a des tailles différentes et à peu près à quelle équivalence, enfin je veux dire, pardon, ça représente quoi les communautés? Voilà. Est-ce que c'est vraiment très propre du modèle français d'avoir des écolieux de moins de 50 personnes ou... Moi, je ne crois pas, hein, de toute façon. Je ne sais pas si... Je peux peut-être répondre un peu Oui. à ça. Alors, quand on a fondé le Global Eco Village Network, on pensait que la taille idéale, c'était 300 personnes. Quand c'est trop petit, pour plusieurs raisons, c'est pas très facile. Quand ça devient grand comme Orville, ça peut être presque trop grand. Hein? Mais ça dépend aussi du contexte, la région, la culture. Au Japon, j'ai visité récemment Konohana, qui est merveilleux, qui est pas très loin de Mount Fuji, et ils ont 90 personnes. Et ça marche très, très bien. Ils ont une agriculture extraordinaire et une autonomie. Les enfants sont heureux. C'est vraiment c'est une très, très bonne communauté à visiter. Je vous conseille en tant que Français de peut-être aller voir un peu les éco-villages en Italie, hein, parce qu'il y en a pas mal et c'est pas très loin, ou même en Allemagne. Et voir un peu, parce qu'en Italie, il y a pas mal d'éco-villages qui sont ruraux.
Et aussi, il y a des éco-villages un peu comme Damanhur qui a peut-être 800 personnes. Ça dépend beaucoup. Hein. Ce qui est vraiment important quand on commence une communauté, c'est d'avoir une idée très claire pourquoi on s'est venu ensemble et qu'est-ce qu'on voudrait faire. Donc, il faut travailler sur son vision et mission avec beaucoup d'attention. Après, le reste, c'est plus facile. Hein. Moi, je vais très souvent en Costa Rica. Le écolieu, il y a à peu près 50 personnes, mais sur place, il y a peut-être que 20. Ça marche très bien. C'est dans un forêt de la pluie, ils ont des workshops et tout, et ils invitent les gens de venir explorer la nature chez eux, et comme c'est comme ça qu'ils gagnent pas mal de leur argent. Ils ont des jardins. Chaque situation est différente. Hein. Mais je crois qu'il y a une taille un peu qui est important et ça, c'est 50 personnes, c'est peut-être un peu un minimum, mais il faut commencer avec ce qu'on a. Hein. Damanhur a commencé avec peut-être 10 personnes. Hein. Et aujourd'hui, ils sont 800. Hein. Il y a aussi des éco-villages en Scandinavie aussi, hein, en Norvège, en Finlande. Allez visiter des éco-villages de toute taille, les villages qui sont spirituels, d'autres qui sont juste environnementaux, entre guillemets, et vous allez voir des choses très différentes. Hein. Mais on a tous une chose en commun, et ça, c'est qu'on aime la Terre, et on voudrait qu'en fait, continuer à vivre en tant qu'espèce sur cette très beau planète et aussi que toutes les autres espèces peuvent vivre aussi. Hein. Merci, Marty. Merci beaucoup. Je vois que Daniel a mis son prénom, donc j'imagine que tu veux prendre la parole. Je voulais juste rajouter un truc sur la vision. C'est quelque chose qui m'avait fait cliquer quand Léandre en a parlé et Marty vient d'en reparler. Moi, les deux écoliers où j'ai vécu, donc 5 ans et 4 ans, avaient vécu un énorme chantier séparé, enfin chacun. Le chantier au hameau début, c'était la construction du hameau par ses habitants, qui avait pris 8 ans. Et le chantier à Auroville, c'était la construction du Matrimandir, qui est le temple central qu'ils ont choisi de commencer à construire au début, qui leur a pris, je ne sais plus combien, mais plutôt 15 ou 20 ans que 8 ans. Un énorme monument avec une salle de méditation énorme qui flotte dans le vide quasiment, enfin, qui est suspendue au plafond. Et en fait, quand on parle aux gens qui sont… Moi, je suis arrivé dans les deux cas après le chantier. Et on parle aux gens et souvent, il y a des réflexions qui font un peu des réflexions d'anciens combattants, mais qui disent « Ah, au temps du chantier, c'était vraiment beaucoup plus facile. » Alors que matériellement, dans les deux cas, c'était des épreuves terribles, dans le sens que c'était très difficile, que c'était au début, que les moyens n'étaient pas là, que, enfin, toutes sortes de choses qui font que c'était très, très difficile matériellement. Et pourtant, il y a une espèce de nostalgie et aussi souvent revenait cette réflexion qu'au niveau humain, c'était beaucoup plus facile. Alors, moi, ça m'a beaucoup interloqué et j'en sors un peu cette analyse que il faut justement pas se baser sur ce genre de projets unificateurs au départ, parce que c'est des projets matériels qui ont un début, un milieu et une fin, et que si la communauté tient sur ce truc-là, quand le projet est fini, la communauté a un très, très gros problème. Donc, je dirais, la théorie du projet unificateur, elle est géniale, mais il faut que ce projet soit plus dans la communauté qui fait communauté que nous, on va construire un matrimandir magnifique en plaques dorées qui fera venir des gens de tout le monde pour le voir, ou nous, on va construire nos maisons, super maisons écologiques qui font qu'on a gagné un concours à la fin alors que c'était nos premières constructions, je ne sais pas quoi. En fait, ces choses-là n'ont finalement que peu de valeur. Je mets des guillemets pour le matrimandir en Inde parce que c'est un truc intéressant de plein de niveaux. Mais
ils n'ont pas construit la communauté, ils ont unifié la communauté pendant un moment. Et quand ce moment est fini, la communauté se met vraiment au boulot. Et donc, si le projet unificateur est plutôt du côté de comment on fait communauté, d'abord, il n'est pas fini, jamais, et du coup, il est plus sur le centre. Il y a un truc que moi, j'essaye de transmettre sur les écolieux, c'est qu'on sait faire des maisons écologiques, on sait faire de l'agriculture de 15 000 manières différentes, on sait faire des phytoépurations, on sait, tout ça est en fait connu de l'espèce humaine maintenant assez bien. Et par contre, on sait quand même très très mal vivre ensemble. En majorité, on est complètement nul pour ça. Du coup, faire passer avant, mais nous, on va vivre ensemble et on va développer une façon géniale de vivre ensemble, mais d'abord, on construit une forêt entière, enfin un village entier, on fait pousser une forêt, on lance tout en même temps et finalement, on s'oublie complètement dans ce côté projet unificateur, projet titanesque, et on se mettra au boulot au niveau humain quand on aura fini tout. C'est très, très risqué. Pour moi, il faut commencer par le côté humain le plus vite possible, ce qui n'empêche pas de planter des arbres et tout ça, comme l'a dit Léandre, bien sûr, au contraire. Mais c'est là qu'on est le plus nul. Il y a Pablo qui disait dans une conférence, Pablo Servigne, il disait on doit apprendre à faire la paix avec nous-mêmes, résoudre nos problèmes d'enfants intérieurs, je sais pas quoi, il passait sur 2-3 notions, et ça prend 10 ans. On doit apprendre la permaculture, les plantes sauvages, l'autonomie alimentaire, etc., et ça prend 10 ans. Et on doit apprendre à parler ensemble et à réussir à prendre des décisions avec des gens qui ne sont pas de notre avis, et ça prend 10 ans. Et là, il fait, et on n'a pas 10 ans. Il part à rigoler. Mais globalement, il faut commencer par la partie où on est le plus nul, la partie collective. Merci. Merci, Daniel. Il y a Thierry qui voulait prendre la parole. Oui, c'était juste par rapport à cette idée qu'à un moment donné, il y a toujours un point de départ hein, dans la construction d'une communauté, d'un lieu. Et c'est vrai que souvent, ce point de départ, ça peut être, je dirais, un projet qui a une forme matérielle, mais en même temps, la construction de cela, c'est aussi tout un système de relations, d'émulation, de partage. En fait, il y a une dimension proprement humaine du projet. Ensuite, c'est d'arriver à bien voir que c'est cette partie-là qui nous porte dans une phase pionnière et c'est comment, à un moment donné, quand c'est réalisé, il faut enchaîner sur d'autres choses à réaliser ensemble et juste, enfin juste, c'est parce que c'est l'essentiel, c'est de s'arrimer à cette production du vivre ensemble, de la qualité des liens, de l'accueil de l'autre, de l'écoute. Et c'est ce travail-là qui me semble être un projet perpétuel, en fait. C'est un peu ce sur quoi on peut peut-être s'accorder. Comment construire un projet perpétuel du vivre ensemble, qui est compliqué. Voilà, j'ai dit. Il y a Damien aussi qui voulait prendre la parole, qui a demandé à réagir. On t'écoute, Damien. Merci Thierry. Oui, bonjour. Je voulais juste réagir par rapport à ce qui était dit sur la place du vivre ensemble. J'ai la chance d'avoir rejoint il y a 7 ans un écolieu et collectif qui est dans le sud-ouest de la France où on a justement le hasard des choses a fait qu'on n'a pas pu construire et que donc on a été contraint entre guillemets par la situation d'abord d'apprendre à vivre ensemble et on a du coup beaucoup travaillé sur tout ce travail de comment gérer les conflits, comment se mettre d'accord, bien qu'on soit tous entre guillemets écologiques, il y a autant de façons d'être écolo que de personnes qui étaient présentes sur le lieu et ça nous a demandé énormément d'énergie, mais ça nous a permis vraiment d'avancer et le fait de construire
enfin de travailler d'abord le côté humain, eh ben, je trouve que ça donne de la solidité à notre projet et c'est quelque chose de super et que voilà, je plus sois à ce qui a déjà été dit, de mettre avant le… Oui, en effet, l'idée, c'est de construire des maisons écologiques et d'avoir un éco-hameau, machin. Pour l'instant, on vit tous dans des habitats légers, plus ou moins bricolés, mais on construit voilà, le vivre ensemble par voilà, qu'est-ce qu'on partage. Et c'est vrai que l'énergie, du coup, on l'a mise plutôt dans les lieux communs. Par exemple, il y a une ferme au centre, voilà, ben, comment on l'aménage, comment on peut habiter, partager ce lieu. Et ça a vraiment nourri le collectif. Voilà, c'est juste, je vais rajouter, voilà, réagir à ce qui a été dit. Merci. Merci Damien. Je crois que c'était approuve. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié du monde? La raison d'être est différente du chantier au début, mais important de savoir pourquoi on a voulu vivre dans cet écolieu. Oui, donc là, on reparle de la raison d'être. Voilà, je vois… Oui, pardon Thierry. Oui, Catherine, je voyais Lorenzo qui interpellait Daniel sur la question de la vision de l'archipel conçue par Édouard Glissant. Je ne sais pas, c'est… Alors, dans ma vision des choses, la vision archipel, Édouard Glissant, je vous invite à lire son livre « Le tout monde », que je n'ai pas lu, mais pour autant, je suis un petit peu familier à sa pensée, enfin j'espère. Enfin, en résumé, on va dire, si on fait un historique à toute vitesse, le néolithique, la sédentarisation avec l'agriculture, le patriarcat, la propriété, la conquête, et puis ben voilà où on en est aujourd'hui. La proposition d'Édouard Glissant, c'est d'inverser complètement cette vision du monde continental pour une vision, on va dire, océanique. Et en fait, et on pourrait dire même féminine d'ailleurs, tout simplement, ou également, et d'imaginer, un peu comme les mammifères marins vivent notre planète Terre, que les terres sont en périphérie. Et l'environnement océanique nous permet effectivement d'avoir une vision complètement différente où on passe, je dis ça très rapidement, on peut le développer plus loin bien entendu, de l'approche de l'identité racine, on pense bien entendu à la terre, à l'identité relation. Voilà. Et donc c'est tout ce qu'il développe actuellement, enfin c'est tout ce qu'il développe à travers son approche. Et ça nous permet complètement d'avoir une autre vision du monde. Et c'est ce qui est développé, effectivement, déployé à travers cette vision archipel. Enfin, après, maintenant, je peux le développer davantage. Mais en d'autres termes, si d'ailleurs, il y a d'autres approches qui vont tout à fait dans le même sens, je pense à la théorie U d'Otto Scharmer lorsqu'il parle d'être à l'écoute du champ ou d'être dans une approche d'émergence. Notre société nous amène à être en permanence dans des projets, dans des stratégies, dans des objectifs. Et là, la proposition, c'est d'être juste là, présent à l'instant, on va dire, dans l'émergence en tout cas. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, donc je dis des choses un peu disparates, mais peut-être ça résonne à l'intérieur de vous, je ne sais pas trop. Merci Lorenzo. Je crois que c'est intéressant d'avoir comme ça ces petits éclairages, ça permet à chacun de se dire tiens, il y a aussi ça. C'est comme un îlot, effectivement, dans un archipel et ensuite à chacun de parcourir. Mais je voyais dans le chat qu'il y a eu un échange entre Pauline et Léandre, et Pauline voulait intervenir sur, est-ce que c'était pour parler de la dimension ou de la vision systémique aussi? Peut-être Pauline. Merci. Non, c'était pas pour parler de ça. En fait, déjà, merci à vous deux, Daniel et Léandre, d'être intervenus. C'était vraiment très intéressant d'avoir vos apports. Je voulais rebondir sur quelque chose qu'avait dit Léandre. Il parlait de la joie que ça pouvait apporter de renoncer à des choses. Et je vais m'arrêter sur la notion de joie. Là, on est sur un thème sur les écolieux, mais j'aimerais bien, enfin, j'aimerais pas trop
que les gens qui sont là se disent ah ben c'est ça qu'il faut faire, etc. Parce que même si moi je fais ce choix-là aujourd'hui, parce que en fait je crois que ce qu'il faut c'est suivre la joie qu'on peut avoir à faire des choses dans le sens de l'adaptation évidemment. Et il y a plein de choses à faire pour se préparer à plein de choses, se réapproprier des outils anciens, des savoirs anciens, l'herboristerie, enfin il y a plein de choses à apprendre ou à réapprendre. Et puis il y a probablement aussi des choses à faire à des échelles de petites villes. Et je crois que c'est en tissant plein de maillages différents, riches, divers, qu'on pourra faire un truc, ouais, alors je vais rebondir sur le systémique, parce qu'on sait bien que la nature, elle nous propose, elle est équilibrée justement grâce à cette diversité, sa richesse. Et du coup, je crois que ce qu'il faut suivre, c'est sa joie. C'est-à-dire quand on a de la joie à faire quelque chose qui va dans le bon sens de l'adaptation, si tant est qu'on sait ce que c'est que le bon sens de l'adaptation, eh ben, c'est ça qu'il faut le suivre. On n'est pas tous obligés de faire la même chose, d'aller vers des écolieux, par exemple. C'est ça que je voulais dire, parce que je voudrais pas qu'il y ait des gens qui se retrouvent un peu à se dire « Ah ben, il y a que ce chemin, je pense pas qu'il y ait que ce chemin. » Voilà. J'ai dit. Et je suis contente de vous voir aussi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. C'est ça, de s'investir dans un truc type écolieu. Merci Pauline. Est-ce qu'il y a encore des questions qui seraient passées ou quelqu'un qui a envie de reprendre la parole? Il est 21h14, il nous reste un petit peu de temps avant la fin de la rencontre. Mais on approche de la fin. Mais je ne sais pas si Léandre voulait réagir à Pauline. Oui. Oui, réagir. Ça fait un pont aussi avec ce qui a été dit précédemment. On sait aujourd'hui, on a de très bonnes connaissances sur le fonctionnement de l'humain. Et il y a une part animale en nous, le mammifère, qui a son cerveau reptilien, qui a son cerveau limbique, et tout ce qui fait la magie de Sapiens, et tout ce qui fait aussi son plus grand malheur aujourd'hui, c'est-à-dire ce cortex, ce mental, cet ego, on peut le nommer de plein de façons différentes. Et c'est très compliqué d'apprendre à se connaître, de comprendre ce fonctionnement qui parfois est complètement paradoxal, puisque notre mental élague plein de choses, fait des raccourcis, crée des sillons mentaux parce que ça le rassure et que ça lui permet d'apaiser ses peurs. Et ça a été un mécanisme de survie pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que ces travers organisent des dénis, organisent des biais de confirmation, et qui fait une inertie au changement énorme par rapport à notre situation. Et c'est aussi quelque chose qui est compliqué à gérer, parce que, par exemple, aujourd'hui, on entend parler parfois d'instinctothérapie. Suis ton instinct. Oui, mais ton instinct, il est fait pour un monde d'il y a 3000 ans. Donc, notre addiction au sucre, notre frénésie de consommation, elle est faite pour un monde de rareté, où il était important d'avoir des récompenses pour survivre si on trouvait de la nourriture. Donc, notre mental doit être un outil pour nous permettre de cheminer vers une joie qui, effectivement, va dans le bon sens, qui serait le fait d'être à sa juste place, selon moi. Donc, ne pas consommer plus que de mesure, être aussi à sa juste place, ne pas nier le fait que on m'a accordé le fait de pouvoir être sur cette terre. J'essaye d'y faire de mon mieux, et j'essaye de peser la balance régulièrement de tout ce que je fais, et d'avancer vers un chemin juste. Donc, c'est toute cette histoire de compromis et d'équilibre. Et la connaissance de soi nous amène à comprendre ces mécanismes-là et à faire avec, être en paix avec son animalité, être en paix avec son mental, et progresser par rapport à tout ça. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Merci Léandre. Je vois que Daniel demande la parole. Tu veux compléter? Ça me fait revenir à un truc où, d'abord, la joie et la façon dont Léandre en a parlé au début, je ne sais plus comment c'était exactement, mais c'était vraiment inspirant.
et ça contrebalançait un peu ma dureté sur les petits écolieux qui, moi, me font penser, dans la façon dont tu les as présentés, Léandre, ou tu les as aussi présentés en tout cas, il y a cette parabole, là, cette espèce d'image qui est liée à la collapso. Je crois que c'est Pablo qui en a parlé la première fois pour moi, mais je ne sais pas d'où ça vient, de l'arbre qui s'écroule dans la forêt. Et en fait, dans une forêt dense, quand il y a un grand arbre qui s'écroule, ça fait une clairière. Et dans la clairière, il y a plein de petites pousses qui repartent, qui ne sont pas forcément des arbres qui sont adaptés à cette forêt-là, qui sont plus adaptés ou qui ne sont pas encore adaptés selon les changements que la forêt est en train de vivre. Ce n'est pas forcément la même espèce que le grand arbre qui est tombé, mais il y a tout un tas de trucs, et ce n'est pas forcément des arbres d'ailleurs. Il y a plein de trucs qui se mettent à pousser dans la clairière créée par le grand arbre. Et en fait, c'est ça qui va donner non seulement la capacité à la forêt de refermer le trou que l'arbre a créé en tombant, mais ça va aussi, en fait, si la forêt est en train de vivre des changements, il y a peut-être des plantes nouvelles dans cette clairière qui vont ressortir et qui vont permettre de s'adapter. Et en fait, Pablo et les autres collapsos que je connais disent c'est un peu la même chose dans une période d'effondrement, de pré-effondrement même, comme on pourrait dire qu'on est maintenant. C'est qu'en fait, il y a plein d'initiatives dont on n'est pas obligé de voir la pertinence immédiate, qui sont peut-être pas pertinentes, mais qui sont peut-être super pertinentes pour une situation qui va arriver dans 20 ans, enfin, ou qui va s'établir comme la norme, et qui sont donc en fait dans cette vision toute pertinente, quoi. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, et c'est même une réaction presque naturelle. Quand il y a des grandes extinctions dans le vivant, les grandes extinctions de biodiversité, il y a ensuite des rayonnements adaptatifs, des radiations adaptatives, c'est-à-dire qu'on observe une quantité de mutations et de nouveaux organismes vivants qui se créent par millénaires, on va dire, complètement sans rapport avec des périodes plus normales. C'est-à-dire que la nature fait plein d'essais, si on peut résumer ça comme ça. Donc, en fait, il y a ce truc. Et donc, dans le fait de le faire dans la joie, en plus, on est à sa place, effectivement, comme en parlait Léandre. Je trouve que c'est très inspirant. Et ça contrebalance un peu la vision qu'on a eue, moi et Marty, de dire les écolieux, pour que ça soit costaud, il faut ça et ça, qui est une analyse plus pratique et plus rationnelle, je crois, et plus expérientielle, peut-être pour Marty. Voilà, les deux sont là. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose, si je peux. Voilà, je voudrais juste vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde encore qui vit en fait dans des tout petits villages partout, hein. Des villages ancestraux, c'est des peuples endogènes. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est des peuples comme des Lakota en Dakota du Sud, comme les Kogi en Colombie, comme toutes les tribus qui vivent en Indonésie et en Southeast Asia. Et je crois que c'est important qu'on pense à eux. Ils ont vécu pendant des siècles et des siècles en petits villages et ils ont été autonomes et pour la plupart du temps heureux. Et leur façon de vivre, c'est basé sur la joie et sur le partage de toutes les ressources. Et maintenant, ils sont vraiment très menacés par le changement climatique, par les grandes sociétés, les corporate energy et tout ça. Et je crois que si on peut leur donner un soutien, c'est très important, hein, de soutien tous ces peuples qui sont encore là et qui peuvent nous apprendre plein de choses. Voilà, c'est tout. Merci, Marc. Et le COP26, en fait, c'est entre le 1 et 12 novembre. C'est en Écosse, c'est à Glasgow.
Et il y aura une conférence alternative. Il n'y a pas que les Nations Unies, hein, les délégués officiels, hein. Et dans cette en fait, conférence alternative, on va trouver plein d'amis et plein de frères et de sœurs partout dans le monde qui ont les mêmes rêves que nous. Voilà. Thierry, tu voulais peut-être prendre la parole pour conclure. Je vois le Oui, temps je qui pense passe, qu'on très arrive riche. au moment de la conclusion, hein. C'est vrai, comme tu l'as dit dès l'entrée, le thème est vaste, il y a déjà plein de choses qui ont été mises en avant, hein. C'est vrai qu'on a, avec Léandre et Daniel, choisi d'explorer la question des écolieux à travers notre grille de lecture de l'adaptation radicale. On n'a pas été sans doute jusqu'au bout des choses, mais comme a répondu Daniel dans le chat à Stéphanie qui posait la question, on a l'ambition effectivement d'aller encore plus loin, d'explorer avec d'autres écolieux, enfin avec d'autres systèmes. Daniel a parlé de Terra, des communes partagées. Donc, je pense qu'on ira aussi dans ce sens-là, hein. Il y a la question aussi de, comme Damien l'a dit, parfois l'habitat de départ, c'est de l'habitat réversible. Il y a peut-être aussi des solutions à explorer de ce côté-là pour voir comment c'est possible et que tout ça peut essaimer, se multiplier. Je voudrais juste conclure peut-être sur moi ce qui me semblait intéressant dans la confrontation ou la complémentarité en même temps des témoignages de Léandre et de Daniel. C'est vrai que Daniel a beaucoup insisté au départ sur cette question de taille des écolieux. Alors que Léandre témoignait de la richesse aussi de ce qui pouvait se faire à partir d'un lieu plus petit. Mais je crois que les deux ont insisté sur quelque chose qui me semble assez fondamental, et en particulier par rapport à la perspective de l'adaptation radicale, c'est la capacité à prendre conscience que c'est la forme et la manière dont on va structurer des réseaux, des liens entre des lieux et des initiatives. Et je rejoindrai aussi Pauline par rapport à ses remarques. Les écolieux, effectivement, on a peut-être un imaginaire et des utopies ou peut-être aussi des illusions par rapport à ça, mais peut-être que ça désigne des formes différentes et peut-être que des écolieux, c'est simplement des lieux qui rentrent en résonance les uns avec les autres sur un territoire qui est viable, à portée, je dirais, à portée de pas, comme le signalait un peu Léandre, et qui sont en résonance aussi avec tout ce qui fait le vivant, en fait, de ces lieux et de ces réseaux. C'est peut-être juste recomposer la vie, peut-être dans un espace, et en tenant compte les uns des autres et de notre diversité, de nos fragilités, pour essayer de faire face à ces processus d'effondrement qui sont en cours et qu'il faut anticiper et se mettre, je reprendrai le mot de Léandre, là, se mettre en chemin, en route, commencer à avancer et le faire avec toute notre humanité très large. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie tous de cette participation. Cette rencontre a été enregistrée, on va couper l'enregistrement et on la rendra disponible sur notre site internet d'adaptation radicale. Bon, bah, écoutez, encore une fois, merci à Léandre et à Daniel pour leur témoignage, à Catherine pour son introduction et puis à vous tous pour vos questions et aussi vos apports. À très bientôt. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.